Voilà, bonsoir. Ben, merci à tous et à toutes d'être là. Merci à Thierry Doulot d'organiser une séance collective. Je pense que c'est pas mal aussi. Euh, D'abord, je voudrais dire que j'interviens muni des différentes discussions que nous avons eues bon, depuis longtemps, mais dans les différents collectifs et des travaux d'autres camarades ou d'autres économistes, en particulier dans la commission économique. En particulier, je voudrais renvoyer à l'article court de 5 petites pages de Yves Dimicoli dans Économie et politique 846-47 sur Trump et le dollar. Et je pense qu'il prenait de l'avance et il a aidé à faire en sorte que nous nous soyons, on a été un peu surpris par l'ampleur, mais nous ne soyons pas pris de court par ce qui s'est passé, mais aussi les discussions qu'on a eues au comité exécutif national. D'ailleurs, il y a quelques membres du comité exécutif national qui sont là, Patricia et Igor. Parce que toutes ces discussions, ou le fait de pouvoir exposer, intervenir et donc de construire une intervention aide beaucoup et va aider par la suite. Donc le sujet, moi je l'appellerais guerre commerciale de Trump, le dollar et nous, avec l'enjeu comprendre, réagir, mais avec l'idée qu'il s'agit de quelque chose de provisoire pour l'instant, parce qu'on ne voit pas encore tout à fait tout, même si je dis qu'on n'a pas été complètement pris de court. On peut faire, je ferai l'hypothèse pour l'instant que nous pourrions être dans un tournant, mais qui n'est pas fait, contrairement à ce que beaucoup ils sautent tout de suite d'un côté ou de l'autre. Un tournant possible dans la mondialisation, on se pose en tout cas la question, comme jamais, d'une toute autre mondialisation. Mais c'est pas joué, parce que ça peut être aussi, se pose comme jamais, la question d'une guerre économique et physique nationaliste, ou d'une folie dans le libre-échangisme. Ça va ensemble. Alors, je ferai un exposé en 5 temps. Je pense que je tiendrai 35-40 minutes, vous me direz. Et puis on pourra revenir à la fois sur le fond pour construire. Je pense qu'il sera faible sur, pas exactement sur les propositions, mais sur le chemin des propositions et l'articulation avec le constat. Donc on pourra construire, mais aussi on pourra revenir sur des points à clarifier de mécanismes et d'enchaînement. Alors d'abord, premier point, hein, mon exposé sera en texte de fond. Je soulignerai 4 choses. C'est des évidences, mais assez fondamentales quand même. Vous m'entendez bien, hein, ça va? Bon. Alors, première chose de contexte de fond, la crise du capitalisme et du capitalisme états-unien, c'est-à-dire la mise en cause, la crise du capitalisme et la cause de l'impérialisme états-unien. C'est pas la même chose. Il y a des impérialismes qui ne sont pas capitalistes, l'Empire romain, hein. Mais donc la crise du capitalisme avec la recherche d'une nouvelle phase pour l'impérialisme états-unien et d'une nouvelle relation entre ça et le capital, l'ensemble du capital du monde. Deuxièmement, un deuxième élément de contexte sous-jacent, c'est les inquiétudes aux États-Unis sur le social du capitalisme états-unien. L'avis explique une partie du positionnement politique de Trump. Il faut flatter ce nationalisme et prendre des mesures aussi dans ce sens. Et le nationaliste, c'est tout un discours pour flatter cette base sociale. Troisièmement, les inquiétudes, ça va un peu dans ce que j'ai dit avant, mais les inquiétudes sur le taux de profit, hein, parce qu'il y a une accumulation financière gigantesque, et donc même s'il relève la masse de profit, comme la masse de capital monte encore plus avec la finance, ben, la rentabilité, elle pose des problèmes. Donc des inquiétudes sur le taux de profit et sur l'hégémonie du dollar avec la montée de la Chine vue val systémique. Effectivement, la montée en régime de la Chine est considérable à tous les points de vue. Et pas seulement de la Chine, mais aujourd'hui des BRICS, on y reviendra. Et quatrième élément, je pense qu'on ne voit pas assez les choses les uns et les autres parce qu'on manque d'informations, mais je pense que c'est un élément. La révolution informelle avec cette nouvelle intelligence artificielle qui a beaucoup de caractéristiques, donc d'une part
demander beaucoup de financement, beaucoup de financement, partage ou le pompage de ces financements. Et deuxièmement, à la fois le besoin d'un monopole ou d'oligopole et la crainte qu'il y ait des mains en face. Parce que comme ils disent, first player takes all, le premier qui arrive rend toute la mise. Et donc, ils ont très peur qu'il y en ait un en face qui arrive qui remporte toute la mise. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Donc, je pense que cette question d'évolution informationnelle, elle les taraude aussi. Alors, les événements. Trump augmente les droits de douane en plusieurs temps, d'abord un peu, ensuite massivement, puis après des éléments de modération. Hein, on appelle ça, aujourd'hui on dit des tarifs pour reprendre le mot qui vient de l'arabe. Hein. Tarifa, ça veut dire douane en arabe, d'où la ville de Tarifa. Bon, on augmente les droits de douane en français, les tarifs douaniers, si on veut parler du sabir. Voilà. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça crée, et c'est un peu ce qui est cherché, une difficulté pour les exportateurs, donc les droits de douane, pour les marchandises qui rentrent aux États-Unis. Donc ça crée une difficulté pour les exportations des autres pays. Quand elles rentrent aux États-Unis, elles coûtent plus cher, comparé aux produits américains qui peuvent être comparables. Et deuxièmement, pas seulement des autres pays, mais les exportations des multinationales. Hein, alors, les exportations ne viennent pas seulement de pays, mais de multinationales. Par exemple, pour que vous ayez l'esprit en alerte, il y a des exportations de Chine, mais qui sont faites par Apple, qui est une multinationale américaine. Bon. Deuxièmement, ça va avoir pour conséquence ça peut avoir pour conséquence une certaine hausse des prix aux États-Unis, puisque une partie des marchandises vont quand même être importées, mais à un prix plus élevé, c'est pour ça qu'on dit inflation, ou une baisse des marges de profit pour ne pas répercuter toute la hausse du droit de douane dans le prix. Et avec comme base le fait que les États-Unis sont un marché très important pour tout le monde unifié, bien plus unifié que le marché européen, parce qu'il y a il y a un seul État décideur, on va dire. Marché très important, et le fait que les États-Unis, ils dominent très fortement dans les technologies. Vous avez suivi, difficulté des exportations des autres, augmentation des prix aux États-Unis. Les États-Unis sont un marché important, donc on vise aussi à ce que pour ne pas perdre ce marché, les multinationales viennent encore plus produire directement sur le sol américain. Mais derrière, on va revenir, en réalité, c'est le dollar que Trump vise. C'est une guerre, ça commence comme une guerre commerciale, mais c'est fondamentalement pour la sauvegarde de l'hégémonie du dollar. Alors, une petite remarque, Trump met en avant le fait qu'il y a un déficit commercial des États-Unis, ce qui est vrai. C'est commercial, ça ne veut pas dire tout ce qu'on vend, ça veut dire les marchandises, les biens matériels, si vous voulez. Donc, ils ont un déficit commercial, mais en réalité, les États-Unis, de l'autre côté, ont un excédent sur les technologies, sur les services, sur les rapatriements de profits, sur la finance et même sur les revenus du capital. Hein? Par exemple, quand les États-Unis importent un iPhone fait en Chine, ils l'importent. OK, ils le payent à la Chine. Mais rentrent aux États-Unis les royalties sur la technologie d'Apple, le rapatriement des dividendes et plein de profits qui sont rapatriés aux États-Unis. Et donc, si on regarde la balance des paiements américaine, il y a à peu près 1100, 1200 milliards, 1100, 1200 milliards de déficit commercial et 300 milliards d'excédents sur les technologies, la finance et les rapatriements de profits, 300 milliards sur les dividendes, ce qui fait 600 milliards en plus, et tous les capitaux du monde affluent aux États-Unis, donc il y a 1150 milliards de capitaux qui rentrent aux États-Unis en net, en investissement de portefeuille, que les États-Unis globalisent pour conquérir le monde. Donc, cette histoire du déficit américain n'est pas tout à fait juste, parce que les États-Unis pompent sur le monde entier. On pourrait. Alors, donc, quelle est la rationalité derrière ce que fait Trump? Il y a une rationalité, il y a des excès. Hein, Trump, on le sait,
Trump, c'est le mec qui, quand il était gamin, il allait mettre, pour rester poli, son poing dans la figure à un gamin dans la cour de l'école. Tu prends un risque, mais il y a une rationalité, tu as envie de gagner quelque chose quand tu fais ça. Donc, il y a une rationalité. Donc, je disais, Trump, il y a un excès, mais il y a une rationalité, contrairement à ce que disent certains économistes, tel Danny Lang dans l'UMA de jeudi, qui disait c'est n'importe quoi, il est irrationnel. Hein, ou bien euh, Meltis Saint-Jean, dans l'altéré économiste du PS, qui dit ça marchera jamais, c'est un con fini. Oui, c'est ça. On est tout petit, on traite les autres de cons. Je cherche pas à comprendre. Bon. Euh, il cherche avant tout une négociation où l'objectif c'est la Chine, mais il veut faire canner l'Union européenne, je pense et nous pensons. Et il veut montrer, nous les États-Unis, on est capable de faire plonger l'ensemble du monde, et comme le nageur, on tirera sur les autres et on remontera avant les autres. C'est la politique du pire, comme je l'ai dit dans l'UMA dès mardi dernier. Euh, et donc, comment dire, euh, sa négociation, elle porte sur les droits de douane, sur l'exigence que les pays capitalistes développés et l'Union européenne importent plus de produits américains, achètent plus aux États-Unis, et qui viennent soutenir le dollar américain et financer leurs dettes. Je vais y revenir, mais c'est vraiment au cœur de l'affaire. C'est venez financer notre dette. Et en parallèle, comme je l'ai dit, ils recherchent à ce que les multinationales viennent investir aux États-Unis. C'est-à-dire sauver le dollar parce que le dollar, c'est l'élément fondamental pour le capital américain pour dominer le monde. Et bien sûr, ils jouent sur le poids des États-Unis, comme je l'ai dit, dans la technologie, dans les exportations de tout le monde ou dans le capital. Et les petites remarques, soit dit en passant, qui disent la France ne va pas être beaucoup touchée parce qu'elle n'exporte pas beaucoup aux États-Unis, elles ne tiennent pas compte de la réalité. Denis l'a fait remarquer dans l'UMA de ce matin, où il est interviewé sur autre chose, mais il précise cela, c'est que nous exportons en Allemagne, qui est un partenaire énorme des États-Unis. Donc, si l'Allemagne n'exporte plus aux États-Unis, ils nous achèteront moins, évidemment, parce qu'on est dans des chaînes d'activité et de valeur qui passent par l'Allemagne pour aller aux États-Unis. Donc, voilà le raisonnement. Et il se tient, ce raisonnement. Il se tient d'autant plus que les États-Unis sont très gros et peuvent imposer ça. Il existe bien sûr des contrats internes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un pari, qu'il y a un élément de pari, parce qu'il y a des contradictions internes. Et les contradictions internes, elles tiennent tous, je pense, à l'interdépendance entre les États-Unis et le monde, et avec deux aspects. Premièrement, sa dépendance sur le financement, où la dette publique des États-Unis est financée par le monde entier, grâce au dollar. Donc, il faut sauver le dollar, mais financé par le monde entier. Et deuxièmement, la deuxième interdépendance, c'est les multinationales américaines qui sont dans le monde entier, y compris en Chine, et donc qui exportent depuis le monde entier. Et d'où ce que certains ont appelé un revirement, et moi ce que j'appelle des corrections importantes et des ajustements qu'a fait Trump. Et on voit bien les ajustements, il les fait parce que le capital et le dollar ont été en difficulté. Il a fait deux ajustements. Un premier, après sa hausse considérable des droits de douane, 100% pour la Chine, 45% pour tout le monde, il est redescendu parce que tout de suite, les marchés financiers ont mis en cause le dollar et surtout, comme l'explique Bruno Audin, euh, mais bien sûr, Trump, c'est un résumé, enfin Hervé, la question n'est pas là. Euh, Trump et son complexe autour de lui, mais c'est lui qui est élu quand même. Donc, euh, comment dire, surtout comme l'a fait remarquer Bruno Audin, le revirement, et c'est Trump qui a pris un peu seul la décision, le revirement, c'est parce que le taux de financement de la dette américaine, les obligations bons du Trésor, a augmenté considérablement. Donc ça, c'est un premier revirement. Donc il prend des décisions seul, mais il a un complexe autour de lui, capitaliste, qui l'entend et qui agit, et qui lui fait sentir, attention, on ne va pas trop loin. Et deuxième correction, ajustement, il a baissé les droits de douane sur les semi-conducteurs et les iPhones. C'est-à-dire que aussi bien Apple que toutes les firmes de la tech, la technologie comme ils disent,
Taïwan, Singapour, etc. On dit attention, les semi-conducteurs, nous, on ne va plus vous les exporter. Et le complexe états-unien a dit, on a ça. Et donc, il a suspendu la hausse des droits de douane sur ces produits. Mais tout en insistant que c'est pour un mois, apparemment, enfin, tout ça, ça évolue jour après jour. Et deuxièmement, en essayant d'obtenir en contrepartie des engagements par les multinationales d'investir 4 ou 10 milliards aux États-Unis. Donc, le fond que chez Trump, il faut le voir, j'y reviens, et c'est dans l'article de F.D. Macaulay dont je parlais. Ça a été très bien exprimé par le chef économiste de la Maison-Blanche, Stephen Miran, M-I-R-A-N. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous voulons augmenter nos exportations. Il faut augmenter les exportations américaines, il faut réduire un des déficits américains, le déficit commercial. Pour ça, il faut baisser le dollar, le taux de change du dollar, ça nous permettra de mieux vendre notre soupe, si vous voulez. Bon. Mais, attention, il ne faut pas qu'on baisse le dollar jusqu'à ce qu'il dévisse et qu'il soit plus attractif. Parce que si le dollar dévisse, dégringole complètement, alors là, on n'a plus le financement. Tout le monde se détourne du dollar et on n'a plus le financement fluide comme on a de notre déficit américain. Et c'est la baisse de tout l'impérialisme US et en réalité la baisse du capitalisme dans le monde. Donc, la deuxième chose que dit Stephen Miran et sur laquelle est Trump, c'est il faut donc obtenir un soutien au dollar par les autres pays capitalistes. Quel soutien? Un soutien au financement par le dollar. Et donc, il dit, en contrepartie de la baisse du taux de change du dollar, nous voulons obtenir la prise de bons du Trésor sur un siècle ou perpétuel par les alliés des Américains. Il dit. Et c'est normal parce que en réalité, c'est un financement de l'effort militaire mondial qu'on fait pour couvrir les démocraties et pour aider le monde. Voilà ce qu'explique et Stephen Miran et Trump. Ils sont tous un peu sur cette doctrine. Mais bien sûr, la visée, c'est la Chine. Hein? Donc tout ça permettrait de remonter la base de production américaine et informationnelle, la domination des multinationales, bien sûr, mais la visée, c'est la Chine, et renforcer le dollar. D'ailleurs, Trump a déclaré tout récemment, le 30 novembre, les BRICS doivent promettre de ne pas créer une nouvelle monnaie commune ou de soutenir toute autre monnaie pour rivaliser le dollar américain, sinon j'imposerai les tarifs de 100% à tout pays qui contestera ce statut du dollar. Donc c'est très clair là-dessus. Donc, voilà un peu la question de fond. Alors, et donc voilà ce qui est cherché et voilà la rationalité de ce qui est recherché. Deuxièmement, quels sont les effets, pourquoi ils se produisent et quels sont les effets. Donc, on a eu un crack, un début de crack et des craquements. Un crack boursier général, puis donc Trump a fait un revirement et maintenant on parle de craquement et de crack dans la tech, dans la technologie, mais un éditorialiste des Échos, Jean-Marc Victory, parle de crack au carré. Donc il y a des inquiétudes financières. Et donc, ces inquiétudes financières ont deux conséquences. Les perspectives de croissance diminuent. On parle de récession mondiale. On révise les perspectives de croissance à la baisse. On n'ose pas dire d'une récession, mais c'est un peu ça. Et ça révise à la baisse les perspectives de profit de court terme. Donc ça, c'est le déclenchement. Mais tout ça joue parce que derrière, il y a une accumulation financière énorme. La cause, en réalité, des craquements et des difficultés, c'est cette accumulation financière énorme. Et cette récession mondiale possible est utilisée par Trump comme menace pour le monde, comme je l'ai dit. Alors, deuxièmement, est-ce qu'on doit s'en fiche et dire c'est pas grave, c'est ce qui se passe à Wall Street, comme on dit en anglais, et nous sommes Main Street, la rue principale où il y a les gens, et ce qui se passe dans la finance, on s'en fout. Pas du tout. Parce qu'en réalité, vu les pouvoirs du capital, s'il est menacé, il reporte ses difficultés sur les suppressions d'emplois. Et les plans sociaux sont en train d'exploser. Et donc, c'est l'emploi et les dépenses publiques qui vont prendre. En réalité, il se passe trois choses concomitantes. L'emploi est attaqué de toutes parts. L'austérité renforcée est prônée partout. Et on a Bayrou même qui nous propose, qui essaie d'avancer l'idée de 40 milliards de diminution des dépenses
publiques et sociales. Et, attention, on va aussi faire une reflation boursière, un regonflement boursier, parce que les banques centrales vont probablement continuer à avoir des robinets sélectifs ouverts pour regonfler la finance. Et secondairement, on va continuer à maintenir toutes les aides publiques au profit. En France, on est un peu champion là-dessus. Et donc, tout ça va contre les services publics, contre les dépenses publiques. Donc, c'est une austérité renforcée et sélective, y compris aux États-Unis. Mais Trump fait passer l'idée que, à la Churchill, on va souffrir pour que demain ça aille mieux. Le constat qu'on peut faire, c'est que ça mine tout le potentiel de développement des pays. Pas seulement de croissance, de développement au sens qualitatif. Alors que, justement, ce qui est décisif, c'est de développer le potentiel. C'est ça la question. Et c'est ça l'opposition massive. Et le point de rassemblement. Nous devons développer le potentiel, et d'une autre façon, écologique et sociale, de tous les pays. Et c'est ça qui permet d'affronter les défis, mais y compris de sortir de la dette et d'avaler en quelque sorte la dette par la croissance. Donc, un dernier constat avant d'arriver sur un commentaire sur les réponses de l'UE, l'Union européenne et nos réponses, c'est donc le souverainisme de Trump, il enfonce socialement, économiquement et du point de vue climatique, écologique, qui fait fi là, de tous les critères écologiques, il alimente une ruée vers le capital et donc une guerre économique sur la même masse de capital existante, une sorte de guerre économique sur les financements, et il renforce encore la croissance financière et l'accumulation financière. Voilà les trois conséquences fondamentales. En même temps, il démolit l'emploi et qu'il alimente une austérité renforcée. Alors, les réponses des dominants, en tout cas de l'Union européenne, je pense qu'il faut s'arrêter un instant. Il y a 3 réponses concomitantes, et je vais un tout petit peu les détailler. Une première qui est une sorte de réponse capitularde, baisser les droits de douane. Une deuxième, à la Macron, tenser les patrons, gronder les patrons. Et la troisième, parler d'une taxation des GAFA. Alors, les droits de douane. Donc, l'Union européenne, elle entre dans une négociation. On pourrait baisser nos droits de douane des deux côtés, les mettre à zéro des deux côtés. Et puis d'ailleurs, on va aussi vous importer un peu plus de gaz, de GNL. Moi, c'est vraiment la capitulation. Et von der Leyen, comme Christine Lagarde, deux dirigeantes éminentes de l'Union européenne, l'une commissaire européen et l'autre présidente de la BCE, la Banque centrale européenne, se sont exprimées en ce sens dès novembre et continuent à le faire. Plus fondamentalement, c'est maintenir à tout prix le dogme du libre-échangisme. C'est prétendre qu'il faudrait rétablir les règles et donc les conserver. C'est-à-dire, le but, c'est zéro droit de douane et le libre-échangisme fou qui nous a mis dans le mur. Pascal Lamy, qui est interviewé dans Challenge, l'ancien président de l'OMC ou directeur de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, social-libéral, lui aussi va dans ce sens. Deuxièmement, on a Macron qui gronde les patrons. Il leur dit, c'est pas bien, n'investis pas aux États-Unis, je vous enjoins à investir en France. Mais il ne fait rien. Et ce qu'on voit, c'est plutôt un afflux d'investissement aux États-Unis. Parce qu'il faut agir. Et là, donc, pour agir, il faut utiliser des éléments de pénalisation et d'incitation. Troisièmement, on parle de taxer les GAFA en disant oui, on va mettre en difficulté Trump sur les services, précisément. Mais c'est très contradictoire parce que chaque pays a des intérêts différents. L'Irlande n'a pas les mêmes intérêts que la France. Et en plus, on dit, on va les taxer, mais on va alléger les contraintes administratives qui pèsent sur eux et les contraintes technologiques. Donc, c'est complètement contradictoire. Donc, c'est vraiment une réponse qui est capitularde et qui va dans le sens de poursuivre encore plus loin le libre-échangisme. Alors, que viser, que faire? C'est mon 4e point. Moi, je partirais de l'idée ni souverainisme, ni libre-échangisme fou, dont on voit où il conduit. Il faut changer les règles, mais autrement. C'est-à-dire autrement, pas avec la brutalité, en coopération, en discutant, et deuxièmement, en visant une autre mondialisation de co-développement. C'est-à-dire mettre nos forces en commun pour relever les défis communs, ou les défis qui sont pas forcément communs, mais qui sont de même nature dans les pays.
c'est-à-dire services publics, emploi, y compris la protection sociale dans tous les pays, pauvreté, inégalité et climat. Mettre nos forces en commun pour les biens communs et l'emploi. C'est ça. Alors, on a des appuis et des naïvetés, disons. Par exemple, Piketty, Thomas Piketty, dont d'habitude je critique les positions. Là, je serai moins critique sur sa position. Dans le monde, il dit, voilà, il faut proposer un nouveau multilatéralisme social écologique. Et il y a une responsabilité de l'Europe dans ce sens. Il a raison de ce point de vue-là. Mais le monde n'a pas tourné, il fait comme si le monde avait tourné. Non, c'est encore très, très ambivalent, très ouvert. Et il fait passer ça que par le commerce et la fiscalité. Alors que la grande question, c'est toute une activité nouvelle, une transformation des productions et la mobilisation de la création monétaire. Donc il n'est pas assez dans le renouvellement. Mais il y a un élément possible important. Ou Villepin, qu'on avait déjà entendu à la fête de l'UMA, qui dit s'appuyer sur le Sud, etc., mais qui dit jamais un mot sur le dollar, alors qu'il est au cœur de l'affaire, le dollar. Donc la question, c'est monter les contenus et les luttes. Alors, le fond, c'est il nous faut des avances communes, des avances monétaires, financières communes pour relever les défis. Et d'ailleurs, à chaque conférence climatique, les pays du Sud, ils demandent des milliards. La protection sociale ou l'emploi ou la pauvreté ou la misère, c'est des milliards. Et le BRICS, ils ont créé une banque de développement. Donc ça, c'est l'enjeu majeur. Donc pour ces avances communes, il faut une création monétaire à tous les échelons et jusqu'à une monnaie commune mondiale. La question est vraiment posée aujourd'hui dans l'actualité, je pense. Peut-être que je plaque, donc on peut travailler la façon de ne pas plaquer. Et en même temps, et ça va aller du même pas, il faut à la fois favoriser ça et dégonfler la finance de façon organisée. De façon organisée, c'est-à-dire en la dégonflant, elle ne doit pas emmener dans sa chute nous, et nous noyer dans sa chute. Non. Et ça va permettre une nouvelle efficacité, une efficacité nouvelle. C'est-à-dire, il nous faut venir sur les contenus. On veut baisser le coût du capital pour une nouvelle efficacité, pour des dépenses d'efficacité nouvelles. C'est quoi ces dépenses d'efficacité nouvelles? C'est les capacités humaines. C'est l'appui aux êtres humains par les services publics et par une nouvelle industrialisation. Et c'est différent d'ailleurs que de ceux, y compris dans le Parti communiste, qui au lieu de voir l'importance des capacités humaines émancipées, disent travailler, travailler, travail, travail, travail. Non, il faut formation et capacité humaine qui permettent de rendre le travail efficace et émancipé et des décisions dessus. Mais s'enfermer dans le travail, c'est se faire avoir avec de bonnes intentions, mais se faire avoir par toute la propagande de la droite. Donc, baisser le coût du capital et partager les coûts en commun, parce que les défis sont communs. Alors, ça veut dire 3 éléments de proposition, et après je viens sur 5 propositions précises. Il nous faut, on va dire, il faudrait du protectionnisme. Mais non, c'est justement. Et il faut du libre-échangisme. Non, ni l'un ni l'autre. Des protections sociales et environnementales. C'est-à-dire, le protectionnisme, c'est des pays, les protections, c'est des contenus. Je protège, non pas parce que le produit vient de tel pays, mais parce qu'il a tel ou tel contenu social et écologique. Et je protège dans les deux sens, c'est-à-dire, je taxe, mais j'incite. C'est-à-dire, avec l'argent de la taxation, on va appuyer des développements de production nouvelle dans les pays. Je pénalise et j'incite. Je fais les deux, parce que si je fais que restreindre et que serrer la vis, je ne développe pas. Or, on a besoin de développer. Ça, donc des protections sociales et environnementales. Deuxièmement, des nouveaux types de traités de commerce et d'investissement. Des traités qui visent la maîtrise du commerce et d'investissement pour le développement des biens communs. Alors que les traités actuels, ils visent le maximum de commerce international et d'investissement, comme si c'était ça qui était bon en soi. Non. Ce qui est bon, c'est les biens communs, c'est-à-dire l'emploi, la santé, l'environnement des deux côtés. Et donc, on investit si ça développe l'emploi, l'environnement. Et donc, on suit si ça développe l'emploi et l'environnement. Donc, il faut un suivi démocratique et des services publics et des droits des travailleurs pour suivre ça. La question est posée. Et il faut le faire avec le Sud, mais aussi dans des discussions dans l'Union européenne, avec une remise à plat d'un certain nombre de règles. Par exemple, il faut des coopérations entre les entreprises dans l'Union européenne, et non pas des prises de contrôle financier. Et troisièmement, il faut une monnaie commune mondiale de développement des biens communs pour les services publics d'une part, et pour les investissements d'une nouvelle industrialisation dans les pays, s'ils développent l'emploi et l'écologie. Et pour ça, on doit appeler à un sommet financier mondial, et l'Europe
peut commencer un sommet financier et l'Europe même peut commencer des choses en ce sens. Et donc, il y a le niveau européen et l'euro. Ce qui est une proposition plus concrète, et je finirai sur le chemin. Immédiatement, et c'est en lien avec l'actualité, mais en lien avec ce qui est fait, il faut un moratoire sur les licenciements et plans sociaux et s'appuyer sur les banques, publiques notamment, pour et un appui sur les banques pour euh, porter les projets alternatifs des travailleurs et des citoyens. C'est-à-dire moratoire sur les licenciements, mobilisation des banques pour appuyer les projets alternatifs des citoyens de création d'emplois ou d'écologie. Quand Vancorex, qui fait du zirconium qui est décisif pour envelopper les combustibles des centrales nucléaires en Isère et avec sa mine qui est dans la Drôme, quand on ferme l'entreprise, que les travailleurs font une contre-proposition avec un investissement nouveau des emplois, eh ben, on doit appuyer cette contre-proposition, c'est-à-dire la Banque publique d'investissement doit venir financer ça si ça développe vraiment l'emploi et les productions écologiques. Donc, moratoire et appui par les banques des propositions des travailleurs. Deuxièmement, il faut un fonds pour les services publics au niveau européen, financé par la Banque centrale européenne. Et comme le dit Denis, on peut commencer dès la France avec le pôle public bancaire français. Donc, ce fonds doit financer l'emploi et la formation dans les services publics. Parce que c'est ça qui est décisif, c'est l'emploi et la formation. Troisièmement, il faut des mesures de taxation des exportations de capitaux et aussi de durcissement très forte des prêts aux délocalisations. Les banques, elles appuient les délocalisations par leurs prêts. Taxation pour les exportations de capitaux aux États-Unis, taux d'intérêt très élevé pour les exportations aux États-Unis, et au contraire, l'inverse, si on développe l'emploi, etc. Quatrièmement, il faut récuser, refuser le budget Bayrou avec son austérité super renforcée de 40 milliards. Alors, c'est 20 milliards sur la santé et protection sociale, comme l'avance la Cour des comptes, et 20 milliards sur les dépenses publiques. C'est déjà bien trop. Il faut le refuser, bien sûr menacer de voter la censure dessus, mais surtout proposer l'alternative, c'est-à-dire comment on augmente les dépenses. C'est pas en s'enfermant dans les impôts qui est prendre sur l'existant, même s'il faut changer la fiscalité, c'est surtout créer un véhicule de financement national et européen qui va porter des avances pour le budget. Des avances par le pôle public financier refinancé par la Banque centrale européenne. Ces avances permettent des dépenses qui vont développer le pays et au bout de 2 ou 3 ans, ces avances donnent leur plein effet et alors on développe le pays. Par exemple, on forme, on pré-recrute des infirmières et des profs et des instituts qui mettent 3 à 5 ans pour se former et au bout de 3 à 5 ans, pendant lesquels ils ont reçu un pré-salaire, ils se sont formés correctement, on a embauché du monde, ils vont donner leur pleine efficacité et ils vont permettre de développer le pays et ça va commencer à développer le pays. Comme on a fait après-guerre. On est dans la même situation et ça, il faut le faire de façon commune en tenant compte du fait que la donne a changé. Nous ne sommes pas seuls. Les Allemands viennent de créer un véhicule de financement de 500 milliards. C'est énorme en Allemagne. 500 milliards et ils lèvent le frein à la dette. Même si, bien sûr, ce fonds de financement allemand, il est en partie pour les armes, c'est ce que dit la télé, ce que disent les médias dominants, mais il faut voir qu'il est aussi pour les services publics. Donc il y a quelque chose de commun, même si la partie qui est pour les services publics, elle privilégie les infrastructures matérielles, routes, réseaux, et pas assez l'emploi. Mais on peut entrer donc dans une bataille commune, y compris avec Die Linke qui vient de progresser fortement en Allemagne sur cette base-là, et avec beaucoup d'autres pays vers ça. Donc le monde est en train de changer et appuyons-nous là-dessus parce qu'il faut donner un sens à ça. Et cinquièmement, il faut transformer toutes les aides publiques aux entreprises précisément. C'est ce que montre l'épisode entre Trump et les multinationales. Alors le chemin, c'est-à-dire le mouvement social, la politique et le Parti communiste. C'est la cinquième partie.
je partirais d'une idée, c'est qu'on a raté les trains de 2008 après la crise financière, de 2014 avec la crise de la crise de la dette grecque et tout ce qui s'est passé, euh, où il fallait porter une bataille aussi qui n'a pas été portée. La gauche a raté ces trains-là, et le Parti communiste aussi, et aussi le train de la pandémie, où la grande bataille aurait été non pas plus d'État, mais plus d'État pour les services publics et l'hôpital, c'est-à-dire la bataille sur le quoi qu'il en coûte. Des milliards pour l'hôpital, pas pour le capital. Et d'une certaine façon, la gauche a raté le train des européennes en se laissant avoir sur un débat sur les européennes qui était ou la guerre ou le souverainisme, et pas du tout comment on mobilise en commun nos moyens. Mais c'est pas joué. C'est pas joué, contrairement à ce que pensent les capitulards comme van der Leyen, contrairement à ce que pensent d'autres en disant ça y est, le monde a tourné. Même Piketty, il a un petit défaut, il dit les États-Unis sont finis, ils pèsent plus dans le monde. C'est vraiment se faire des illusions. Une bête fauve très atteinte, elle peut faire des dégâts terribles, y compris à son peuple, le peuple américain. Donc, il faut oser et construire un rapport de force. Et je pense que les propositions font partie de la construction des rapports de force et aident à construire des rapports de force. Parce que les gens ont besoin d'une perspective. Ils ne veulent pas se faire emmener n'importe où. Et ils veulent des contenus, ils en ont marre des politiques qui ne portent pas de contenu. Donc, il faut d'abord, je pense, une éducation populaire, toute une campagne sur une autre mondialisation en donnant un sens. Et on doit la travailler ensemble. Deuxièmement, je pense que le grand enjeu, c'est de faire converger les luttes. De montrer comment les luttes répondent à une domination commune et portent des solutions communes. Hôpital, retraite, suppression d'emplois dans les entreprises, c'est des réponses communes et des dominations communes. Et donc, il faut, moi, je pense que l'idée, et je vais appeler à ça, j'appelle à ça d'ailleurs, dans l'humanité qui m'interviewe, je sais, ça devrait passer vendredi, c'est pas encore certain, nous devrions porter l'idée d'une manifestation en juin, porteur de revendications, mais pour sortir de l'austérité et pour sortir de l'austérité ensemble vers une autre mondialisation coopérative contre l'extrême droite, parce que là, on pave la route à l'extrême droite. C'est un énorme enjeu européen. Et le mouvement social, on doit leur dire, osez. Du côté du mouvement politique, il y a la question du renouvellement. Ça suffit les états-majors qui sont coupés avec les contenus. Les états-majors qui répètent l'impôt, 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 l'impôt. Et je ne sais pas si vous avez encore vu le chiffon qu'a agité Bayrou en disant, ben non, on va baisser les dépenses parce que sinon, la seule solution, c'est d'augmenter les impôts. Et il attend la gauche pour qu'elle dise, on va augmenter les impôts. Mais précisément, il faut augmenter les dépenses tout de suite qui vont permettre une réforme fiscale demain. Mais pour ça, il faut des avances, c'est-à-dire la création monétaire. Oser toucher à la Banque centrale européenne, oser toucher aux banques. C'est le cœur du cœur. Et c'est d'ailleurs là-dessus que les néolibéraux ont pris le pouvoir très tôt. Ça devient décisif. Et je vous fais remarquer qu'il y a un potentiel. Nous avons fait une réunion le 29 mars, ouverte par Denis Durand, organisée par Économie et Politique et le Parti de la gauche européenne, avec des économistes des 4 composantes principales du nouveau Front populaire, enfin liées aux 4 composantes. Danny Lang, qui a toujours été soutien au présidentiel de Mélenchon, même s'il a sa personnalité, Danny, avec Lim Guanok, qui est ex-député socialiste européen, avec Nicolas Dufresne, qui est de la Galaxie des Verts, qui est président de l'Institut Rousseau, et moi-même, qui suis communiste, comme vous le savez. Et avec des éléments communs, nous disions, il faut augmenter les dépenses publiques et sociales, il faut le faire par différents moyens, dont les impôts, mais surtout la création monétaire, parce qu'avec les impôts, il n'y aura pas assez tout de suite. Alors, il faut beaucoup tout de suite. Troisièmement, nous disions, il faut développer les dépenses pour les services publics. Et quatrièmement, transformer les aides publiques. C'était les 4 éléments de convergence. Après, les uns disaient plus l'investissement ATL, les autres plus l'emploi, les capacités humaines, et on peut ouvrir. Et c'est ça. Et donc, il nous faut débattre à gauche des vraies différences et des solutions. Et je pense aussi qu'il va falloir une sorte d'actualisation du programme du nouveau Fonds populaire, du programme économique du nouveau Fonds populaire. Parce qu'il n'est pas au niveau sur cet enjeu de mondialisation. Mais non pas pour reculer vers le souverainisme, attention, que peuvent porter certains. Mais justement pour quelque chose, une bataille de contenu pour un autre type de mondialisation. Par exemple, le nouveau Fonds populaire ne dit pas un mot, son programme,
du dollar. Et puis, il faut un certain nombre d'autres choses. Voilà, donc l'appui aux luttes, donner un sens à ce qui se passe, essayer de faire converger les luttes. Et dernière chose, au niveau international, il nous faut organiser avec les luttes, non seulement le Sud, il faut organiser avec le Sud, non seulement du soutien solidaire, mais des batailles convergence communes. On essaye avec le Parti de la gauche européenne. Il va y avoir une rencontre des partis progressistes et communistes européens en mai, je crois. Il va y avoir d'autres événements. Lula va venir en juin à Paris et nous voulons rencontrer. Et il y a vraiment une gravité du défi. Il y a un potentiel, mais il y a une gravité du défi. L'extrême droite, le climat qui met en cause le monde, l'économie de guerre. On doit proposer une perspective de progrès et on peut ensemble. Je pense que c'est très important, chercher l'unification nouvelle des forces progressistes et une perspective nouvelle aux luttes. C'est pas joué, c'est ouvert dans les deux sens, mais vraiment dans les deux sens. Il s'agit donc de résister et construire, et pas seulement sauter dans ça y est, on est dans un nouveau monde, ou ça y est, c'est foutu, tout en voyant ce qu'il y a à nouveau à faire et l'importance de la bataille. Penser la suite, c'est décisif, à partir des contradictions du monde existant. Voilà, j'espère que ça peut vous aider et j'attends beaucoup de la discussion qu'on va avoir. Merci. Moi, je voudrais revenir sur l'article, je ne sais pas s'il est en ligne ce soir, d'Yves Dimicoli sur le dollar, il a paru donc dans le dernier numéro d'Ecopol. Bon, je salue quand même l'aspect visionnaire de cet article, puisque dès le début mars, Yves annonçait donc le retournement du dollar, qui effectivement était particulièrement brutal, fulgurant. On est aujourd'hui, je crois, 1,14, 1,135 dollars pour un euro, alors qu'on était à 1,02 ou 1,03 début mars. Donc, c'est déjà, avant même l'application des fameux droits de douane de l'administration américaine, c'est déjà un choc monétaire qui modifie effectivement le prix relatif des biens produits en Europe et aux États-Unis. Alors, ce qui me désole face à je ne sais pas comment il faut les qualifier, ces trempades, entre guillemets, du début du mois d'avril, c'est la différence d'approche entre l'Union européenne et la Chine. La Chine a choisi de riposter. Elle peut sans doute se le permettre parce qu'elle a beaucoup de cartouches, des cartouches en matière de terres rares et aussi des cartouches financières, puisqu'une large partie de la dette publique américaine, donc des emprunts d'État américains, sont aujourd'hui entre des mains chinoises. Et si ces mains remettaient donc, la dette chinoise sur le marché, cela aurait pour effet un renchérissement immédiat du coût de la dette américaine. En revanche, côté européen, on a, comme on le fait souvent, gesticulé, donné quelques coups de menton. Il était question d'une première batterie, entre guillemets, de mesurettes qu'on a tout de suite retirées dès la première volte-face de Trump. Alors j'ai l'impression, malheureusement, que les conditions, les circonstances sont réunies pour ce qu'Yves appelle une capitulation pétainiste, entre guillemets, de l'Union européenne face au diktat américain et peut-être effectivement le renouvellement d'un accord concerté du type accord du Plaza ou du Louvre, dans lequel, en échange d'un renoncement de l'administration américaine aux droits de douane, les Européens, la Banque centrale, s'engageraient effectivement à maintenir le dollar artificiellement bas pour doper la compétitivité américaine et en plus prendre une part du fardeau sous forme donc d'obligations perpétuelles. Alors, il y a une autre voie, malheureusement, dont personne ne parle, qui est que fait-on aujourd'hui? Je sais que le parti qui était particulièrement hostile à sa création, aujourd'hui, nous avons l'euro. Nous avons l'euro, monnaie de la plupart des pays de l'Union européenne. Donc, la question que je pose, mais je n'ai malheureusement pas aujourd'hui les éléments de réponse, que fait-on face à cette chute du dollar? Que fait-on aujourd'hui pour que l'euro devienne une véritable monnaie de réserve et commence un petit peu à concurrencer le dollar?
quelle est l'action aujourd'hui que pourraient mener les dirigeants européens pour que des pays tiers aient une partie croissante de leurs réserves monétaires, non pas en dollars, mais en euros, puisqu'il y a quand même en ce moment un petit peu entre guillemets, une fuite vers la qualité suite au déboire du dollar, mais j'ai le sentiment, mais bon, je ne sais pas l'éclairer, que cette fuite vers la qualité, elle se fait davantage sur le franc suisse, qui a vivement remonté, que sur l'euro. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un chemin, effectivement, pour les dirigeants de l'Union européenne, pour promouvoir l'euro déjà comme une monnaie de réserve qui puisse concurrencer efficacement le dollar? Malheureusement, je n'ai pas le sentiment que les dirigeants, y compris la présidente de la BCE, aient vraiment la volonté de s'engager sur ce chemin. En fait j'avais la même interrogation de départ que ce que vient de dire le camarade Pensier là. C'était par rapport au rôle que la Chine pouvait avoir et compte tenu des capacités de nuisance qu'elle pourrait avoir aujourd'hui au niveau mondial, mais on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas les conséquences qui pourraient être données si effectivement la Chine faisait jouer ses atouts pour pouvoir faire des difficultés à ce qu'a décrit tout à l'heure Frédéric de la structure pensée par Trump actuellement, de dire je donne des coups et puis mais je fais comme dans la guerre, si je dois reculer, je reculerai, mais j'ai toujours de la réserve derrière. Je pense que la Chine actuellement, compte tenu des déplacements des uns et des autres, enfin surtout dans toute l'Asie, actuellement, elle est en train de se déplacer au Cambodge, en Indochine, je ne sais, et probablement avec l'Inde, bon, ça ne va pas tarder à jouer. Pourtant, c'est un rôle capital il me semble, dans les équilibres qu'il y avait jusqu'à présent, avant que Trump foute la merde. Il y avait des équilibres qui étaient faits, qui nous convenaient pas, je le conviens. Hein, ça répondait pas à notre capacité de concevoir du moins de construire les jours heureux. Mais par contre, il a élevé aussi, camarade Pensier, il a élevé aussi une autre question qui est le rôle de l'Allemagne, qui elle aussi a des réserves, et c'est qui lui permettent de mettre 500 milliards de dollars, 500 milliards d'euros sur table pour pouvoir avoir deux accès sur sa façon de fonctionner, c'est-à-dire, oui, la guerre, ben, il faut quand même compenser, il faut se réarmer, mais de l'autre côté, je pense à créer une structure qui nous permettra, avec des services publics plus efficaces que ceux qu'on avait jusqu'à présent et qui nous fonctionnaient que sur l'industrie automobile. Et il nous faut des services publics qui permettent à toute l'Allemagne de pouvoir avancer. C'est ce que je pense, tout du moins, c'est comme ça que je voyais les choses. Or, Frédéric, tu n'es pas, globalement, dans ton discours, tu n'es pas venu sur le caractère international, parce que je n'ai pas entendu, tout du moins. Hein, c'est pas, peut-être qu'il faudra que je révise la chose, mais j'ai l'impression que ces rôles internationaux des grandes puissances économiques que sont la Chine et toute l'Asie du Sud-Est avec l'Inde, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans notre réflexion, dans les propositions qui devront être faites par la suite pour construire ce qui serait nécessaire et jouer sur la BCE. Parce que pour pouvoir jouer sur la BCE, il faut qu'on lui mette un rapport de force qui tienne compte de l'ensemble des acteurs actuellement sur le monde international et en particulier le monde financier international. Je suis plus en interrogation qu'en économiste. Moi, je n'ai rien à voir avec un économiste, j'ai toujours dit d'ailleurs. Hein. Mais c'est les interrogations que je peux avoir par rapport à ce qui se passe. D'autant plus que quand j'écoute, et c'est pas la première fois que je le dis, quand j'écoute BFM Business tous les jours, je vois bien qu'ils sont en très grande difficulté et que la seule chose qui les intéresse, c'est les fluctuations qu'il peut y avoir actuellement au niveau des bourses et les quelques fluctuations qu'il peut y avoir. Alors aujourd'hui, le CAC 40 a grimpé, mais il y a 3 jours, il s'était foutu la gueule par terre avec moins 8 ou moins 10%. Mais ça ne les gêne pas. C'est pas ça. C'est surtout ça qui les intéresse actuellement, c'est
savoir quel type de rapport. Mais par contre, c'est vrai qu'il dénonce aussi le fait que une partie des investisseurs français ont commencé à jouer et s'en vont sur les États-Unis. Ça, c'est vrai. Ils le dénoncent, ils le disent sous une certaine forme. Doucement, mais ils le disent. Voilà ce que je voulais essayer d'exprimer par rapport. Mais tenir compte de l'international me paraît quelque chose presque de primordial par rapport à ça. Si on ne veut pas rentrer dans une guerre qui nous entraînerait vers ce qu'ils sont en train de préparer, c'est-à-dire nous préparer la guerre et non pas nous préparer la paix. Merci. D'abord, merci Fred, hein, c'est toujours très éclairant comme d'habitude. Je ne sais pas si vous m'entendez, ouais, ça va? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Deux choses par rapport à ce que tu as dit. Bon, on subit une campagne médiatique d'une violence folle, hein, encore aujourd'hui avec le discours de Beyrouth. Donc, on nous, comment dirais-je, formate pour accepter une économie de guerre et des mesures hyper austéritaires, en laissant penser à la majorité des citoyens, des citoyennes, que tu l'as très bien dit, hein, soit c'est des recettes supplémentaires, donc on taxe l'impôt, soit c'est des dépenses en moins, donc on rogne sur les dépenses publiques. Et j'ai entendu tout à l'heure des choses exorbitantes en disant que bah, les dépenses de santé, fallait les revoir, etc., etc. Bon. Et donc, je pense aussi que tu nous as bien décrit en mode supra, mais pour convaincre bah, les personnes qu'on rencontre quand on milite, y compris nos camarades militants, adhérents communistes, il faut accrocher ça à l'heure réelle, tu vois. Et quand tu parles, je trouve que l'expression est très imagée et à mon avis, elle sera relativement facile pour nous, militants de terrain, comme toi d'ailleurs, de se l'approprier. C'est l'histoire, je sais plus comment tu l'as formulé, le véhicule financier. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un train et que dedans, il y a des sous qui vont permettre de faire autrement. Et cette idée du véhicule financier au niveau européen, mais qui aurait des conséquences très concrètes, de court terme, dans tous les pays d'Europe, pour ne parler que de l'Europe, je pense que c'est vraiment une idée à non seulement à creuser, parce que j'imagine que tu la maîtrises parfaitement, mais à la rendre accessible, pédagogique, parce que autour de nous, y compris dans le périmètre communiste, quand on cherche des sous de manière presque pavlovienne, bah, arrive l'impôt, la taxation. Et tu l'as bien dit, c'est bien sûr qu'il faut une réforme fiscale, mais ça, en aucun cas, ça suffira à couvrir les besoins tels que tu les as formulés. Donc, cette histoire de véhicules financiers, comme tu sais, j'avais bien aimé la formule avaler la dette, je me la suis appropriée et ça parle bien aux camarades quand tu l'expliques. L'histoire du véhicule financier, je pense que c'est quelque chose vraiment à creuser et à rendre accessible à tous et à toutes, et dire comment ce véhicule, en fait, on le remplit de moyens pour bah, ce que tu as dit, service public, emploi, formation. L'enjeu des pré-recrutements, je pense qu'on ne le dit pas assez. Ça a déjà existé, tu le sais, dans la fonction publique, notamment d'État, et c'était quelque chose qui marchait très bien. Donc voilà, c'est pas un truc qu'on sort du chapeau. C'est des recettes qui ont déjà été appliquées et qui fonctionnaient bien. Et par rapport à l'intervention sur la puissance et la capacité de l'euro, si ce n'est de faire contrepoids au dollar, mais d'être un des leviers, je prenais les chiffres de la Banque de France. Tu vas me contredire peut-être, Denis, mais si j'ai bien lu, c'est à peu près 20% des réserves mondiales de change qui sont en euros. J'ai lu ça sur le site de la Banque de France, donc je voulais savoir si ce chiffre était quelque chose de valide. Ce qui veut dire que 20% des échanges, c'est quand même et des mondiales de change, c'est quand même un sacré levier, quoi. C'est pas rien. Donc, comment on peut activer
ce levier pour avoir cette capacité voilà, à lutter contre l'hégémonie du dollar. Voilà, deux questions. Merci. Je voulais savoir si l'un des objectifs de la politique douanière de Trump était de dévaluer le dollar pour rendre les produits américains plus compétitifs à l'international. Pourquoi avoir recours aux droits de douane et pas un autre outil économique qui sont une stratégie du pire, comme vous l'avez décrit, et qui peuvent baisser la consommation mondiale, mais qui peuvent aussi engendrer des potentielles représailles douanières allant à l'encontre même de cet objectif. Je vous remercie. D'abord, merci pour l'exposé. J'ai appris des choses, beaucoup de choses. La première question est une question de terminologie. Tu as parlé de pôle public bancaire, effectivement, on en parle beaucoup, et je voudrais savoir quelle est la différence entre pôle public bancaire et nationalisation des banques. Parce que parfois, on a utilisé les deux termes, et comme je ne suis pas économiste, je ne sais pas s'il y a une différence qualitative ou si c'est juste une question de terminologie. La deuxième question, c'est sur le Sud global. Effectivement, l'idée, ça serait de se rapprocher du Sud global. Je le comprends du point de vue géopolitique, effectivement, mais du point de vue économique, je le comprends moins parce que dans le Sud global, vu l'hétérogénéité du Sud global et la diversité des situations des pays, vers quel pays du Sud global ou comment on conçoit ce Sud global dont il faut se rapprocher, compte tenu du fait que peu des pays du Sud global ont les reins solides économiquement et que la Chine, par exemple, a l'air de plutôt se lancer vers une rivalité commerciale avec les États-Unis, commerciale et économique avec les États-Unis, parce que c'est quand même la deuxième puissance mondiale et elle veut assurer plutôt sa puissance que coopérer avec le reste du monde. On voit par exemple comment elle investit en Afrique et c'est vraiment très impressionnant que quand on va en Afrique, il y a des tas et des tas de choses qui sont chinoises. Euh, donc, comment on conçoit ce Sud global dont il faut se rapprocher et comment la méthode de rapprochement pour aboutir vraiment ce, à ce, comment, ce, cesser notre dépendance du dollar et s'émanciper et faire, marcher vers un autre ordre économique au national et à l'international. Merci. Je vais prendre dans l'ordre, en fait, parce qu'elles s'enchaînent, les questions. D'abord, merci pour vos questions, remarques, parce qu'elles vont aider à consolider l'analyse et à améliorer. D'abord, donc ce que je retiens, c'est que la dimension internationale n'est pas assez apparue. Hein, donc, mais parce qu'on a une difficulté, je pense, et il faut sentir les choses, je pense qu'il faut à la fois tout de suite, effectivement, donner à voir l'alternative internationale qu'on veut, mais si on veut rassembler, si on veut des mobilisations, il faut faire le lien avec les luttes concrètes existantes en France. C'est ça la difficulté. Et je pense qu'il faut quand même qu'on soit branché sur ce qui se passe comme lutte. Mais ça ne veut pas dire. Donc, les deux, voilà. Premièrement, donc, faire de l'euro une monnaie de réserve. Je pense que c'est un bout de l'idée et il faut viser autre chose. On peut dire ça au milieu pour convaincre certains, mais si on faisait uniquement ça, on ferait une grosse erreur concernant l'euro. Parce qu'en réalité, on peut avoir une monnaie de réserve de placement avec la prédation financière et même de placement en bons du trésor, donc il va conforter le dollar. Parce qu'actuellement, comme l'a dit Patricia, l'euro, c'est 20% des réserves, c'est dans la Banque de France, mais c'est aussi dans mon article sur le dollar dans Ecopo. Et le dollar, je crois que c'est 40%. Et effectivement, le dollar est passé de 60% à 40% et l'euro a pris 20%. Mais pour faire quoi? Pour venir comme supplétif du dollar. Donc la question, c'est faire de l'euro
et ça renvoie tout de suite à ce qu'a dit Dina, mais je traiterai après, faire de l'euro une monnaie de financement du développement des services publics et de défis climatiques, du développement des pays, de financement des services publics, d'une nouvelle industrialisation et du défi climatique. C'est ça que doit devenir l'euro. Et donc, ça renvoie effectivement à ce qu'on peut faire tout de suite. Et peut-être qu'il faut insister sur ce que peut faire l'euro tout de suite. Je vais y venir après avec les questions d'Alain. Mais nous disons, il devient urgent donc d'avoir un fonds européen, un fonds européen alimenté par la Banque centrale européenne. Donc c'est l'euro. Donc ça veut dire créer un fonds européen pour développer les services publics. Ce fonds sera alimenté par la Banque centrale européenne. C'est autorisé par les traités. Mais ça veut dire qu'on crée de la monnaie euro pour développer les services publics. C'est ça que ça veut dire. Donc ça devient urgent. Mais peut-être qu'il faut tout de suite mettre aussi en avant une autre proposition que nous avons, c'est qu'il faut en même temps un fonds pour le développement du Sud et pour une autre coopération avec le Sud. Tout de suite. C'est bien décisif. Alors on peut s'appuyer sur ceux qui disent il faut que l'euro devienne plus une monnaie de réserve. Oui, parce que c'est un élément qui conforte l'euro. Mais je pense que c'est pas ça qu'on doit mettre en avant. Ce qu'on doit mettre en avant, c'est le pivot double, entre guillemets, vers le sud, mais vers le sud avec un contenu, c'est-à-dire vers le sud et vers les capacités humaines, les services publics, le climat, l'écologie, et vers le vivant. C'est-à-dire pivot vers le sud, mais progressiste. Parce que ça m'amène à la deuxième question, enfin la deuxième intervention, celle d'Alain. Avec la Chine, oui, mais sur des contenus. Parce qu'en Chine, le capital financier est très présent et très fort. Et donc, il y a un enjeu. Y compris, nous ne voulons pas remplacer une hégémonie par une autre. Ça ne marchera pas, d'ailleurs. Et c'est aussi ce qu'a posé comme question Dina. La question est celle de tirer les forces progressistes de l'intérieur de la Chine aussi. Et tendre la main, donc, pas en cherchant les forces, mais sur un développement commun de l'emploi et des services publics et de la réponse aux défis climatiques. C'est ça, l'enjeu. Parce que si on fait uniquement avec Chine, on peut avoir un problème sur notre base productive. Et nous voulons développer notre base productive autrement. Mais aujourd'hui, par exemple, nos principes actifs médicaments, c'est en Chine ou en Inde. Nous avons un problème, nous voulons développer nos services publics. Donc, on a besoin d'avancer là-dessus, y compris parce que la bataille, comment dire, je partage ce qu'a dit Guillaume, la bataille de l'Union européenne, qui sont des capitulards, pétainistes ou munichois, comme on veut, ils rassemblent un peu derrière eux en disant oui, mais attention, le danger principal, c'est la Chine, ce n'est pas les États-Unis. Puisque nous avons des délocalisations vers la Chine. En réalité, on en a plus vers les États-Unis que vers la Chine. Donc, je pense qu'il faut traiter cette question-là. Il y a en même temps, et c'est vrai, je pense qu'il faut le souligner, je pense qu'il faut l'intégrer dans l'analyse, il faut trouver une façon d'intégrer dans l'analyse, des déplacements en cours en Asie. Mais on les avait déjà observés parce que Trump 2, il fait suite à Trump 1, au milieu il y a eu Biden, mais déjà quand Trump 1 avait mis des coups de canif importants dans le traité, le TPP, le traité du Pacifique, traité transpacifique, il y avait eu un rapprochement Japon-Chine. C'est énorme, Japon-Chine, parce que c'est comme si la France, c'est comme la France et l'Allemagne dans les années 50. Hein, ils ne s'aiment pas beaucoup, on va dire. Voilà. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment. Et donc, et l'ASEAN, donc il y a tout un pivot vers la Chine qui se joue, qui a déjà poussé, en fait, dans l'activité mondiale. Mais la technologie et le centre financier restent les États-Unis. Et donc, comment faire un monde multipolaire en s'appuyant sur ce déplacement qui est une chose, mais sans faire tout le déplacement par là. Et donc, il y a par exemple des atouts que l'Europe, on ne met pas du tout en avant, dans les semi-conducteurs. Il se passe des choses dans les semi-conducteurs, d'ailleurs en France, chez ST Microelectronics. Mais dans les semi-conducteurs, on met chaque fois en avant soit les États-Unis avec Intel, Nvidia, etc., soit les productions en Chine ou dans l'Asie du Sud-Est, Taïwan, avec TSMC dont on parle partout, et TSMC s'est engagé à faire un investissement de 4 ou 10 milliards, je ne sais plus, aux États-Unis. Bon. Mais
en réalité, celui qui fabrique les machines-outils absolument nécessaires pour faire les circuits imprimés et pour faire les microprocesseurs, c'est un Hollandais, ASML. En fait, c'est de la lithogravure, hein, on fait des photos avec des calques et on crame les sandwichs de silicium pour créer des transistors et faire toute la gravure des microprocesseurs. Voilà. Et ils ont quasi un monopole. Vraiment, 85 à 90% de la production. Et sur les plus fines gravures, ils ont le monopole. Hein, ASML, avec Carl Zeiss, qui est en Allemagne, comme le savent les joueurs de foot, ils sont à Jena, et puis, enfin ceux qui suivent le foot, et avec un labo belge de validation, en tout cas, et de suivi. Donc c'est vraiment un atout européen fondamental. Et on doit aussi, il doit faire partie de la contre-offensive, y compris avec un élément à la fois de résistance et de partage pour un autre monde. ASML, pour vous donner encore un élément, son capital, c'est 2 fois le capital de Total. ASML, son capital, c'est 3 fois le capital d'Airbus. C'est un truc énorme. Bon. Donc voilà. Troisièmement, sur l'Allemagne, attention, ils ont fait 500 milliards. Ce n'est pas avec leurs réserves, hein. C'est de la création monétaire, hein. C'est de la dette. Ils ont levé le frein à la dette. C'est plus important, il faut le dire. Il y a une situation nouvelle en Europe. Il y a une situation nouvelle en Europe, avant même que Trump ait fait son truc, c'est l'Allemagne a levé le frein à la dette, la Bundesbank avait dit qu'il faudra le lever, et ils l'ont levé. Et la droite qui a fait campagne contre lever le frein à la dette, le lève finalement. Est-ce que notre droite française va oser faire ça? Alors bien sûr, donc les 500 milliards, c'est de la création monétaire, c'est de l'emprunt, mais beaucoup de création monétaire probablement. Ou de l'emprunt en rivalité sur les marchés financiers, et là ça fait de la guerre. Vous voyez, ça peut être alimenté de 2 façons. Soit je cherche les profits existants, et donc c'est la guerre sur l'attraction des capitaux, et du coup ça va coûter cher, et ça va renforcer la guerre, pour alimenter mon fonds de 500 milliards, soit il est alimenté par création monétaire. Donc il y a un enjeu, que fait la Banque Centrale Européenne? Donc il faut renforcer, vous avez raison, la pression sur la Banque Centrale Européenne et construire un argumentaire de pression là-dessus. Mais bien sûr, les 500 milliards, ils ont des défauts, comme je l'ai dit, parce qu'ils ont une partie pour la guerre, et même la partie pour les services publics et les collectivités locales, j'ai oublié de le dire, c'est beaucoup en infrastructure. Mais c'est quand même très important, comme l'a dit notre camarade allemand de Die Linke, qui est venu à l'initiative du 29 mars, dont les comptes rendus vont être publiés très prochainement. Et le fonds de 500 milliards, il est aussi pour le modèle industriel allemand, mais tout seul, sans les autres. Donc il y a une dimension coopérative. Donc, ça m'amène au 4e point. Je crois que c'est très important. Vous voyez, je me suis un peu trop censuré sur la Banque Centrale Européenne. Je pense que peut-être qu'il faut mettre en avant la question de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne est devenue une question fondamentale politique au cœur des luttes et des exigences politiques. Aussi bien sur les investissements directs étrangers, est-ce qu'elle peut permettre les financements d'investissements directs étrangers aux États-Unis qui démolissent l'économie? Il ne suffit pas de causer et de faire des paroles sur les patrons qui ne sont pas patriotes. Il faut avoir une politique qui n'est pas capitularde. Et donc la Banque Centrale Européenne, elle doit refuser de refinancer les investissements aux États-Unis s'ils remplacent des capacités ou s'ils détruisent des capacités en Europe et de l'emploi, et appuyer par des taux bonifiés le développement des capacités en France, en Europe, pardon, dans les pays d'Europe, de façon équilibrée et avec le Sud. Elle doit appuyer les services publics et elle doit appuyer un autre type d'investissement réel dans les pays. Je crois qu'on doit le mettre en avant. Par parenthèse, vous avez vu que sur les services publics et le pré-recrutement dont Patricia a parlé, ils ont bougé les autres. Elisabeth Borne, elle parle de pré-recrutement, mais avec rien comme argent. Donc ça ne va pas marcher parce que ça va être une mauvaise formation, tout le monde gueule d'ailleurs. Et attention, ça peut mettre ça peut amener à détourner les gens du principe du pré-recrutement qui est fondamental, mais parce qu'on ne met pas d'argent, il faut des pré-recrutements massifs et avec un autre contenu, y compris d'autres formateurs, etc. Ce n'est pas seulement pré-recruter beaucoup de gens, c'est appuyer les formateurs. Alors, je finis, j'espère que je ne suis pas trop long, avec Alexandre puis Dina. Donc, Alexandre, le but n'est pas d'évaluer le dollar pour être compétitif. C'est un passage, ça. Donc, c'est bien ta question. Si le but, c'est d'évaluer le dollar, alors pourquoi ils font ça? Non, c'est un passage plutôt, c'est un intermédiaire. Le but, c'est renforcer le dollar. Et s'ils dévaluent le dollar pour être compétitif, ils risquent de le faire tellement dévisser, le dollar,
qu'il y a une crise de confiance sur le dollar, plus personne ne voudra placer son pognon en dollars, ou bien ça deviendra très cher pour le dollar de se financer, et donc pour le Trésor américain de se financer. Et c'est pour ça que Trump a corrigé, tout en maintenant la pression. Donc il y a un bras de fer plus global, qui est vraiment renforcer l'attractivité du dollar, et c'est ça ce qu'ils veulent. Et donc, les droits de douane sont un élément très important dans cette affaire-là. En disant, je vous attaque, en fait, grosso modo, il dit, je vous attaque au porte-monnaie, aux ventes de vos multinationales et à votre croissance, parce qu'une partie de votre croissance, les pays, elle dépend des exports, et les profits des multinationales dépendent des exports. Si donc vous voulez continuer ça, venez soutenir le dollar, soit en investissant chez nous, soit en achetant des bons du Trésor. C'est ça, en fait, le truc. Enfin, je crois qu'en simplifiant, c'est à peu près ça. Alors, Dina, il y a une question de fond que je vais aborder après et des petites questions de clarification. Tu as raison, pôle public du crédit, financier du crédit, ce n'est pas tout à fait la même chose que nationaliser pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, on veut continuer à faire vivre, on veut en nationaliser les entreprises, mais il y en a, les mutualisées, elles sont déjà un peu publiques, mais on veut surtout faire vivre plusieurs entreprises publiques. Donc, ce sera tout un pôle avec différents organes. Ce n'est pas un seul gros truc fondu dans une seule boîte, une seule entreprise nationalisée. C'est tout un pôle. De même que pour le pôle de l'énergie, parce que nous pensons qu'il faut EDF, il faut aussi le CEA, c'est-à-dire le Centre de recherche sur l'énergie atomique, il faut aussi Framatome. Tout ça, ce n'est pas la même entreprise. C'est un pôle, une qui fabrique des centrales, une qui fait de la recherche, une qui fait comme ce que faisait EDF autrefois en unifiant la distribution et la production. Ce n'est pas la même chose. Donc l'idée de pôle public, c'est ça. Mais c'est des nationalisations, mais nous voulons des nationalisations plus aussi. C'est-à-dire un pôle public, je ne l'ai pas dit là, je le saute parfois, pratiquant un autre crédit. Et en tout cas, dans les négociations avec le Nouveau Front populaire, c'est là-dessus qu'on veut insister. Développer un pôle public pratiquant un autre crédit que celui qu'il y a actuellement. Nationalisation plus, ça veut dire des critères tout autres du crédit, non pas la rentabilité financière, mais l'efficacité sociale et écologique, et des pouvoirs démocratiques des salariés et des usagers. Alors, troisièmement, le Sud. Tes interrogations, elles sont tout à fait justes et légitimes. Mais d'abord, il faut ouvrir le champ. Il faut ouvrir le champ et affirmer qu'il faut que l'Europe, elle se tourne, qu'elle soit un pont avec le Sud. Y compris pour éviter une chose, c'était mon article que j'avais fait sur le dollar, il abordait ça. Nous ne voulons pas une fracturation du monde en deux avec les BRICS et le Sud qui peut se tourner vers les BRICS ou vers les États-Unis, et donc un truc en deux, comme autrefois on avait Est-Ouest. Nous voulons appuyer le Sud global et les BRICS dans leur dimension progressiste pour une unification du monde sur des bases nouvelles. Genre un nouveau Bretton Woods, mais progressiste. C'est pour ça que j'ai parlé de conférence financière mondiale. Je l'ai dit au milieu, peut-être qu'il faut le dire aussi dans la conclusion, dans les propositions. Ça veut dire quoi? L'enjeu, c'est le financement, on va dire, par exemple, des objectifs du développement durable. C'est-à-dire le financement des services publics, de l'emploi-formation et d'une nouvelle industrialisation et du défi climatique. C'est ces quatre choses, avec au milieu la pauvreté. Et quand je dis service public, ça contient la protection sociale. Donc c'est ça l'enjeu. Et c'est là-dessus qu'on veut ouvrir le débat avec le Sud et la coopération avec le Sud. Et donc par rapport à la Chine, c'est traiter l'enjeu de classe positif et pas l'appui au capital financier chinois qui est à l'intérieur de la Chine aussi. Parce qu'ils ont leur capitalisme chinois. Et on ne peut pas seulement corriger avec l'État chinois. Comment? De quelle façon? 3 points. Il existe actuellement un panier de monnaie qui s'appelle les DTS, droits de tirage spéciaux. C'est un panier de monnaie. Nous disons qu'il faut émettre beaucoup plus de DTS pour financer une monnaie aux banques centrales des pays, c'est-à-dire on laisse la souveraineté aux pays nationaux, à condition que à 0% si ça développe les services publics et l'emploi écologique. Vous voyez, toujours services publics, industrialisation nouvelle. Ces droits de tirage spéciaux, il faut en émettre plus, et il faut changer la composition du panier avec le poids moins fort du dollar, ce qui renvoie à la monnaie de réserve, et réévaluer le poids des autres monnaies et élargir un peu la richesse du panier. Ça, c'est dans des négociations internationales, y compris en disant aux Américains, si vous voulez votre dette qu'elle continue à être financée, attention, on peut se retirer, comme l'a dit Guillaume, la Chine, elle détient une partie, mais l'Europe aussi. En réalité, il y a 25%
de la dette américaine qui est détenue à l'étranger par des non-résidents. Dans ces 25%, il y a à peu près 20%, ce qui fait 3 points en réalité, qui est détenu, 20 fois 25, bon, 3-4 points détenus par la Chine, 3-4 points détenus par l'Europe, 3-4 points par le Japon et le reste par les pays pétroliers. Donc, mais c'est important, c'est très important. Et donc, on peut mettre ça dans la balance en disant, si vous voulez financer, alors il faut accepter une autre composition du panier de monnaie mondiale, le DTS. Mais il faut aussi une réforme du FMI lui-même, des droits de vote du FMI. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans le FMI, on pèse son argent, pour faire simple. Ce n'est pas tout à fait ça, mais pour faire ça, on pèse son argent, l'argent qui a été mis au début, et puis 2-3 petits compléments. Bon. Ce qui fait que la Chine pèse moins que la France, ou à peu près comme la France, et que l'Inde pèse comme la Belgique. C'est complètement fou. Nous disons il faut changer, et ce qui fait surtout que les États-Unis ont un droit de veto, puisqu'ils pèsent plus de 15%, et que, et que comme les décisions sont adoptées à 65%, 85% des voix, avec 15%, tu peux bloquer toutes les décisions. Ce que font les États-Unis, ils bloquent même la décision de changer les poids des pays et les droits de vote des pays. Donc, il faut changer les droits de vote du FMI, mais il faut aussi mettre le FMI sous l'autorité de l'ONU. Notamment, le climat, le FMI doit appuyer les développements de réponse au climat. Voilà. Donc, voilà, il faut c'est ces éléments-là qu'il faut mettre en avant. Mais ouvrir la relation avec le Sud et le débat avec le Sud. Et dans le Sud, il y a l'Afrique, il y a la Chine, mais il y a aussi l'Amérique latine et le Brésil, j'insiste, qui est important et avec lesquels on a aussi des relations et des choses à faire. Et qui est un peu pivot aussi de ce point de vue-là, parce que du point de vue démocratique, même s'ils ont un pays très pauvre et Bolsonaro, qui est quand même un sacré fascisant, ils ont une culture démocratique plus proche de la nôtre aussi. Bonjour à tout le monde. J'avais deux questions à poser, enfin des réflexions autour de ce que disait Frédéric, de ce qu'a dit Frédéric. La première chose, c'est sur le plan monétaire. Je me demande si, dans quel cas, si jamais les instances européennes acceptaient de diminuer, de faire une dévaluation de l'euro, invraisemblable bien sûr, mais dans quelle mesure ça n'arrangerait pas en fait finalement les opérateurs européens qui vont subir l'augmentation de la des taxations américaines d'une part, et d'autre part je me demandais si en plus en même temps ça n'aiderait pas à faire ce rapprochement dont tu parles Frédéric avec les pays des BRICS, les pays en développement qui soient proches de nous ou pas sur de l'apprentissage de la démocratie, d'avoir une parité monétaire moins forte, dans le meilleur des cas au niveau global, et au pire des cas, si ça ne passait pas bien, de le faire pour tous les États membres de l'Union européenne, au moins pour les États du sud de l'Union européenne. Il s'agirait dans ce cas-là, dans ces circonstances-là, de créer un euro bis, c'est-à-dire un euro à deux facettes, un euro du Nord et un euro du Sud, comme ça aurait pu se faire dans les années 90 quand on a décidé de l'intégration économique et monétaire. Et ma deuxième suggestion, c'était concernait une alerte que j'ai eue récemment parce que je fais partie du CODEM, une instance de mise en avant de la société, issue de la société civile qui permet au niveau du pays, dans des zones plus ou moins rurales, aux populations issues de la société civile qui le souhaitent, de participer à la prise de décision suivant le même type de procédure que pour les Césaires. Et on m'a dit que les Césaires risquaient de disparaître. Et là, je trouve que c'est très grave parce que c'est une marque évidente, alors qu'il y avait eu beaucoup de progrès qui étaient en train de se faire et que justement on était en train d'évoluer là-dessus en France. Si on supprime les Césaires, c'est vraiment très grave parce que c'est la marque qu'on se désintéresse complètement en haut lieu des politiques territoriales et aussi de la vie
de ce début d'essai de prise à partie de la société civile, non pas uniquement dans les manifestations ou dans les bureaux de vote, mais également dans la prise de décision. Ça, c'était fondamental pour faire évoluer notre société. C'était vraiment un point positif. Et avec les Césaires, on risque de le perdre, même s'il y a encore d'autres instances, comme par exemple les CODEV. Et notamment, on sait aussi que le 16, même s'il ne faut pas se faire trop d'illusions, je ne pense pas qu'il pèse tant que ça auprès des politiques qui décident de nos politiques économiques et financières. Mais quand même, le 16 existait, elle mérite d'exister. Et même s'il ne pèse pas tant que ça, faut que c'est approuvé. Après, moi, je n'ai pas fait d'enquête là-dessus, j'en sais rien. Mais du moins, si on supprime les Césaires, ça va lui couper ses bras et ses jambes. C'est-à-dire que le 16 va statuer sur quoi? Puisqu'il ne sera absolument pas au courant de ce qui se passe au niveau local. Donc, Noura pose la question de la dévaluation de l'euro. Alors, d'abord, une question technique, une réponse technique, et ensuite un élément plus politique. Ce n'est pas l'Union européenne qui décide la dévaluation de l'euro. Ce n'est pas une dévaluation, c'est une dépréciation parce qu'on est dans un marché. Dévaluation, c'est quand il y a une parité fixée, taux de change fixe mais ajustable, c'est ce qu'on avait à un moment. Donc, on décide la dévaluation. Là, on ne la décide pas. Il y a une dépréciation ou une appréciation de l'euro suivant les marchés. Il fluctue avec les marchés. Revenir, ça pourrait être possible, mais revenir à des changes contrôlés, ça demanderait de transformer tout sur les contrôles des mouvements de capitaux et ça demanderait aussi une puissance monétaire considérable des banques centrales. Or, elles n'ont pas tout à fait celle-ci. Et donc, ça demanderait un rapport de force considérable à construire, bien au-delà de ce qu'on a actuellement et à côté de ce qu'il faudrait. Parce que, donc, c'est les marchés, ce n'est pas les instances qui décident. Elles peuvent laisser filer. Et aujourd'hui, puisque la pression, c'est la dépréciation du dollar, c'est au contraire l'appréciation de l'euro. Donc, il faudrait aller très fortement contre les marchés. Mais deuxièmement, ça aurait deux conséquences. La première, ça augmenterait les coûts de nos importations et les coûts de financement. Mais surtout, ça nous lancerait dans une concurrence de guerre économique avec le Sud. Donc, au contraire, vis-à-vis du Sud, c'est une sorte de déclaration de guerre, Noah. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative à dire il faut une création monétaire d'euros massive pour le co-développement. Donc, avec un fonds européen pour le co-développement en Europe et un fonds pour le co-développement avec le Sud. Et pousser un fonds mondial avec le FMI, etc., une réforme mondiale. Il n'y a pas d'alternative à ça. Alors, si on fait ça, bien sûr, d'une certaine façon, ça dépréciera dans un premier temps la valeur de l'euro, puisque des avances, si je fais des avances tout de suite, il n'y a pas de la production tout de suite, donc ça baisse un peu la valeur de la monnaie. Mais basé non pas sur l'idée d'une manipulation du taux pour vendre ma soupe, entre guillemets, mais basé sur le fait qu'on va développer notre potentiel et donc, au bout de 2, 3, 4 ans, ça remonte. Donc, et on peut se le permettre parce que l'euro est une monnaie importante avec quand même son poids dans les réserves, etc. Donc, ça ne va pas la mettre trop en difficulté, cette création monétaire massive. Ce que ne peuvent pas faire d'autres pays. C'est pour ça que le pivot de l'Europe est fondamental. Je pense qu'on doit insister. Piketty le dit et je pense qu'on doit insister. Il doit y avoir toute une partie dans les propositions avant d'introduire BCE qui insiste sur la responsabilité de l'Europe aujourd'hui. C'est elle qui peut faire le pivot. Et c'est pour ça que Trump il fait la pression sur elle, en fait. Et c'est pour ça que les autres capitulent en premier. Mais j'insiste. Pour l'instant, ils capitulent, mais en plus en maintenant l'idée que le but, ça doit être le libre-échange. Et tout le monde se dit, ah ouais, mais c'est ça le libre-échange. Et donc, il y a une sorte de paralysie et de tétanie. C'est pour ça le but d'une autre mondialisation et d'une orientation des échanges est fondamental. Donc, je reviens, il n'y a pas d'alternative, à mon avis, à une création monétaire en euros affectée vers le développement des services publics et d'une nouvelle industrialisation. C'est ça, en fait, fondamental. Y compris dans l'Union européenne, c'est-à-dire avec la zone euro, mais avec les pays d'Europe centrale et orientale qui n'ont pas tous l'euro. Pour beaucoup, n'ont pas l'euro. Par exemple, des avances s'ils développent leur protection sociale, ce qui va calmer en Europe la concurrence sur les niveaux de protection sociale abaissés, si on développe la protection sociale en Roumanie, en Pologne, etc. Donc au contraire, il faut des instruments qui vont faire une émulation au mieux-disance sociale en baissant les coûts du capital. Je pense que c'est ça. La deuxième chose, tu as tout à fait raison, la disparition des Césaires serait très grave.
c'est pas joué parce que c'est une commission parlementaire. Il y a des pressions dans l'autre sens. Alors, d'abord, les Césaires, donc c'est les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Il y a un CESE, c'est-à-dire un conseil économique, social et environnemental, entre guillemets national, mais qui n'a pas de lien avec les Césaires. C'est deux choses séparées. Et d'ailleurs, qui n'a pas exactement le même rôle. Les Césaires sont activés par l'exécutif régional. Le CESE, il peut se saisir tout seul. Et il est la troisième chambre parlementaire de la République sur le papier, mais en fait, il est consultatif et il est piétiné en permanence par l'exécutif, comme par d'ailleurs le Parlement. Donc, mais la disparition des Césaires, c'est très grave parce qu'ils jouent un rôle très important en région. Et par exemple, le service public dans lequel je travaille, l'INSEE, travaille beaucoup avec les Césaires. Il y a une grande inquiétude aussi dans l'INSEE avec la disparition des Césaires. Ça fait partie des moments de recul qui peuvent nous montrer aussi comment on pourrait avancer. Alors, je voudrais insister sur 3 éléments. Parce que, de façon intéressante, par rapport à ce qui nous préoccupe, moi, j'ai été membre Denis aussi, avant moi, j'étais membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental national. Hein, tu l'as dit le 16, nous on dit le CESE, mais peu importe, c'est bien celui-là dont tu parlais. Dedans, on a fait adopter un avis qui parlait du financement des PME et du développement des PME. Pardon? Bon. Oui, je parlais bien celui-ci. J'étais persuadée qu'il y avait, même si c'est le, non, il y a pas, même y a, si y a le pas C, j'ai découvert ça. Pardon? C'est vraiment très clivé. Il n'y a pas de lien organique, c'est vraiment très clivé. Clivé. Ah d'accord, il n'y a aucun lien du tout avec les Césaires, mais ça c'est un truc qu'il faudrait créer. Oui, alors justement. Parce que personne n'en a jamais parlé, parce que là, c'est vraiment, ce serait vraiment très efficient et efficace si ça pouvait constituer un organe démocratique qui soit aussi décentralisé. Précisément. Donc, nous avons adopté un avis où j'ai proposé, et la proposition a été adoptée. Premièrement, par rapport à ce qui nous intéresse, chaque année, une conférence financière dans les régions sur quels financements disponibles et comment ils sont utilisés, qui soit faite dans chaque Césaire et avec une synthèse au niveau national et un dialogue du CESE avec les Césaires. Donc, à partir du terrain, on fait remonter, on dialogue sur l'utilisation de l'argent et est-ce que ça développe l'emploi et des bonnes productions, etc. Donc ça, je pense très... C'est ça que je voulais dire, en fait, en anticipant un peu, quoi. Ouais. Oui, mais je pense que c'est très important ce que tu dis et ça, c'est-à-dire que pour les maintenir, il faut jouer à tout, il faut qu'ils jouent un autre rôle. La deuxième chose, on devrait dire que la société civile, ils la font monter par un autre bout, ils suppriment les Césaires et ils créent plein d'organismes bidons, genre le conclave sur les retraites, avec les organisations syndicales et patronales, ou bien, je ne sais pas si vous avez vu, Bercy crée maintenant un organisme de concertation pour co-construire le budget avec les organisations patronales, celles qui sont membres du CESE, alors que quand on discute au CESE, il n'en tient pas compte. Donc, qu'est-ce que c'est que ça de multiplier les choses et d'empêcher la délibération entre les partenaires sociaux? On devrait contre-attaquer, mais nos parlementaires ne sont pas assez en avant sur le CESE, alors que le CES, Conseil économique et social, qui est l'ancêtre du CESE, c'est issu de la libération et d'une bataille où les communistes avaient été très insistants. Et enfin, je pense que ce que tu dis sur la société civile, c'est très important, c'est-à-dire c'est pas seulement faire pression, comme tu dis, c'est participer aux décisions, mais c'est aussi les concertations horizontales dans les luttes entre société civile et organisée, c'est-à-dire aussi travailleurs, leurs concertations, leurs savoirs qui sont mis en commun, parce qu'il y a énormément de savoirs dans la société, et il faut faire monter cet aspect-là par rapport à une droite qui fait monter au nom de la bureaucratie la suppression de tous les organismes de concertation qui, au contraire, pourraient permettre de débureaucratiser. Donc, je pense qu'on a une réflexion un peu sociétale et politique à avoir pour porter ces choses-là. Tu as bien fait de le mettre en avant. Et d'ailleurs, il y a des dimensions internationales des CESE. Il y a un CESE européen aussi. En plus, donc ce serait encore relié au niveau européen, ce qui serait encore plus positif. Et justement, je pense que au lieu de supprimer les Césaires, on ferait mieux de mettre en place ce que tu décrivais tout à l'heure. Ouais. Alors, pour conclure, je pense que on va essayer d'adapter notre analyse, notre argumentation. Ce que moi j'ai entendu et que je partage, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une dimension internationale européenne dans les propositions. Par contre, ce que je remarque, c'est que toute la dimension mobilisation, contre-attaque et lutte,
que j'ai avancée, elle n'est pas reprise pour l'instant. On a vraiment un enjeu, hein, parce que on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas des luttes et s'il n'y a pas le lien aux luttes existantes. Pas seulement des luttes en soi sur Trump, mais le lien aux luttes existantes. Et donc, peut-être que le joint entre les deux, c'est organiser, et peut-être qu'on peut réfléchir à organiser ça, au moins dans chaque région, dans un premier temps, des conférences d'éducation populaire pour une autre, face à Trump, une autre mondialisation, et comment et quelle visée, quelque chose comme ça, où on aborde ces questions-là. Je pense qu'il faut qu'on ait presque une boîte à outils, on vous propose ça, et on pourrait venir dans les régions pour organiser des réunions publiques là-dessus. Le PCF, mais s'adressant à l'ensemble du mouvement social et des forces du nouveau Front populaire. Je pense que c'est important aujourd'hui pour aider à donner une boussole. Mais cette visée des luttes, et je pense qu'il faut une manifestation nationale à un moment ou à un autre en juin, en septembre, sur l'emploi des services publics et posant ces questions. Voilà, je vous remercie.